Il est 13 h, bonjour et bienvenue sur RTI 1 à la une de votre édition accessible aux sourds et aux malentendants. Hier jeudi, à l'auditorium de la primature au plateau, l'inspecteur général d'État a remis officiellement au vice-président le rapport annuel de l'IGE et des autres structures de contrôle administratif pour l'année 2021. Tiemoko Melie-Kone, qui à son tour le remettra au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On voit cela en début de journal. À l'initiative du PC7, le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique s'est tenu hier jeudi un atelier ici à Abidjan pour le lancement de la mission d'études techniques et économiques pour un échangeur et ses accès en vue de l'embranchement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji PK24 à l'autoroute périphérique Y4. Il y a un an, le jeudi 24 février 2022, démarrait l'offensive de la Russie contre l'Ukraine. 365 jours plus tard, le conflit perdure. L'Assemblée générale de l'ONU exige à ce jour le retrait immédiat et sans condition des troupes russes. Nouveau front revivre cette crise qui secoue le monde, c'est à suivre en fin de journal. Tiemoko Melie-Kone, représentant le chef de l'État, a présidé hier jeudi à l'auditorium de la primature la cérémonie de présentation du rapport d'activité 2021 de l'inspection générale d'État. Le rapport remis au vice-président retrace les activités et résultats d'inspection, de contrôle et d'audit des services publics et parapublics menés par l'IGE, l'inspection générale des finances et les inspections générales des ministères. C'était en présence de Viviane Haïm. La bonne gouvernance prônée par le président de la République Alassane Ouattara n'est pas un vain mot. L'inspection générale d'État est une institution créée dans l'objectif de contrôler le fonctionnement régulier des services administratifs et financiers des ministères, ainsi que le fonctionnement régulier des établissements publics nationaux sous tutelle. L'inspection générale d'État produit chaque année un rapport sur les différents contrôles qu'il effectue, lequel rapport est remis officiellement au président de la République. Ce jeudi 23 février, l'inspection générale d'État, conduite par le président de cette institution, l'inspecteur d'État Awandoli Théophile, a remis officiellement le rapport d'activité pour l'année 2021 de l'institution qu'il dirige au président de la République Alassane Ouattara, représenté par le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie. Ce rapport d'activité rend compte de tous les contrôles effectués au cours de l'année 2021. S'agissant des missions effectuées au cours de l'année 2021, les organes de contrôle de l'ordre administratif, c'est-à-dire, je le répète, l'IGE, l'IGF et les IGM, ont réalisé au total 225 missions de contrôle dans l'année, auxquelles il faut ajouter 483 missions de vérification comptable au niveau du Trésor, soit au total 708 missions de contrôle qui ont été réalisées en 2021. C'est le lieu pour moi, excellent Monsieur le Vice-président, d'insister sur un élément important réalisé en 2021, le suivi des recommandations. Ce choix, guidé par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'une administration plus performante et plus engagée, a permis d'obtenir un taux de réalisation de 67% de mise en œuvre des recommandations contre 49% les années précédentes. Remettant ce rapport, l'inspecteur général d'État a fait part des difficultés rencontrées dans l'exécution des missions qui sont assignées à l'inspection générale d'État. L'IGE ne dispose qu'une force opérationnelle de 29 acteurs de contrôle, dont 13 inspecteurs et 16 auditeurs, contre 55 personnes au moins recommandées par les conclusions de l'audit effectué par le cabinet Ernst & Young à notre propre demande pour tenir compte du vaste champ d'intervention de l'IGE couvrant au moins 1030 structures à auditer. Représentant le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Kone Tiemoko Melie a félicité l'inspection générale d'État pour la qualité du travail accompli. Il a rappelé l'importance de la mission assignée à cette institution. Dans son discours à la nation du 31 décembre 2022, après avoir réaffirmé que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption figuraient parmi
ses priorités, le président de la République s'était félicité des progrès accomplis par notre dispositif institutionnel et opérationnel de gouvernance. Le chef de l'État a indiqué, et je cite, « Nous devons poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance et à la gestion rigoureuse des finances publiques. » Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous féliciter, ainsi que tous vos collaborateurs, pour le travail abattu en vue de veiller au bon fonctionnement de l'administration et de la bonne gestion des deniers publics. Je vous encourage à poursuivre et à généraliser, comme la loi l'exige, l'institution des contrôles et des audits dans vos différents secteurs de compétences. Et je ne manquerai pas de dire au chef de l'État que vous avez cité une kyrielle de besoins qui seront bien sûr examinés, je vous en fais la promesse. Mission accomplie pour l'inspection générale d'État, une photo de famille a fixé l'événement. Et juste après cette cérémonie de remise officielle du rapport annuel de l'IGE, le vice-président a ouvert les portes de son cabinet au président du conseil d'administration du groupe bancaire français BNP Paribas. Ce dernier indique avoir eu avec Tiemoko Melie-Kone un entretien important, utile et constructif, se rapportant sur diverses questions, en particulier sur la BCC, ses projets et sur la transition actuellement en cours au niveau de cette banque. On reste avec Viviane Aime. Si BNP Paribas a cédé les parts qu'il détenait au niveau de son ex-filiale ivoirienne, la BCC, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Côte d'Ivoire, le groupe financier français continue toujours d'investir dans l'économie ivoirienne. Ce jeudi 23 février, le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie, a reçu en audience le président du conseil d'administration de BNP Paribas, Jean Lemierre. Au menu de l'entretien, la participation du groupe financier français au financement de grands projets dans le cadre de la politique d'équipement en cours menée par le gouvernement ivoirien. Le groupe BNP Paribas participe à de très grands projets et nous sommes ravis de le faire. Ce sont de bons projets, notamment d'équipement, qui vont soutenir l'activité du secteur privé, l'activité économique. Nous avons parlé, bien entendu, de l'économie de la région. C'est tout à fait normal. La Côte d'Ivoire est un pays important qui entretient des relations commerciales et financières nombreuses dans la région. Nous y participons et, à Monsieur le Vice-président, c'est notre engagement, notre soutien, notre souhait et notre disposition à travailler sur les modalités de financement de l'économie ivoirienne, comme nous l'avons toujours fait, et nous souhaitons continuer à le faire. Comptant à son actif 200 ans d'activité bancaire, le groupe BNP Paribas est à ce jour la première banque de l'Union européenne. Une de ses principales missions, le financement de l'économie. Un reportage signé Begré Jérôme et Viviane Aïm. Si vous êtes automobiliste et que vous conduisez dans la ville d'Abidjan, alors vous pourrez circuler dès le 1er avril prochain sur le 5e pont de la métropole. Pont de 630 mètres reliant les communes de Cocody et du Plateau, dont 200 mètres à Auban, enjambant le chénal de la baie de Cocody. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en a donné l'assurance hier au terme d'une visite de chantier. Visite à laquelle a pris part notre reporter Jean-Luc Bangbo. C'est un ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier visiblement heureux qui a parcouru les 630 mètres du pont devant relier les communes de Cocody et du Plateau. L'ouvrage qui a démarré mi-2019 est quasiment achevé. Là, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Normalement, tout avance bien. Et je pense qu'au mois d'avril, les Ivoiriens pourront passer aisément sur cet ouvrage-là. Il y a juste quelques personnes qui sont installées, qui ont fait des clôtures dans le domaine public. Et dans les dernières phases, il va falloir donc les dégager rapidement, de sorte qu'on puisse faire les remblais du côté pour aller vers la Canebie et vers la Pisam. 95%, c'est le niveau d'avancement général du chantier.
2 viaducs permettant un raccordement au boulevard de France et au boulevard de Gaulle, terrassement, travaux routiers, murs et trémies. Et surtout, ces 19 haubans qui donnent un caractère particulier à cet ouvrage. C'est un ouvrage, lorsqu'il sera terminé, sera donc un ouvrage vraiment emblématique pour la ville d'Abidjan et nous sommes très heureux que d'ici fin mars, ces travaux-là soient terminés. Dans la même veine que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, les responsables du chantier ont donné toutes les assurances pour livrer l'ouvrage dans les délais indiqués, à savoir au plus tard fin mars 2023. Et le réseau routier s'améliore partout en Côte d'Ivoire. Bientôt, par exemple, un échangeur verra le jour dans la zone PK24 d'Akupé-Zedji, un ouvrage qui va relier la Y4 et l'autoroute du Nord pour ainsi faciliter l'accès à la nouvelle zone industrielle. Des experts y travaillent en ce moment. Ils réfléchissent à la faisabilité, la réalisation du projet. La mission d'études techniques et économiques pour la réalisation de l'ouvrage a été officiellement lancée hier jeudi 23 février. Les précisions de Moussa Konaté. Zone industrielle PK24 d'Akupé-Zedji. 940 hectares aménagés pour accueillir les entreprises. Pour un accès facile au site, la construction d'un échangeur est annoncée. L'emplacement stratégique de la zone industrielle, vous voyez, elle est juste à côté de l'autoroute du Nord, mais elle est également traversée de part et d'autre par la Y4. Donc il s'agira de pouvoir réaliser cette connexion entre la zone industrielle, mais également toute la ville d'Abidjan, de façon à pouvoir assurer la fluidité du trafic, aussi bien en direction de la zone qu'en provenant de la zone industrielle. Un échangeur en vue d'une meilleure fluidité d'accès à l'espace de la nouvelle plateforme industrielle. Pour la réalisation de l'ouvrage, une mission d'études techniques et économiques est mise en place. L'étude devra durer 5 mois. L'objectif, c'est avant cet été, disposer d'une étude de niveau APS avant projet sommaire et un dossier de consultation des entreprises pour pouvoir réaliser le projet donc en 5 mois. 1 mois et demi pour l'étude préliminaire. L'étude préliminaire va nous donner les grandes idées, les possibilités d'implantation de ce point d'échange et puis quel serait le schéma de cet échange. Ensuite, au niveau de l'APS, on va compléter le levé de terrain, la topographie, les investigations géotechniques, spécifiquement à la variante qui sera retenue par l'administration en tenant compte de l'ensemble des contraintes des parties prenantes. Cette rencontre marque donc le lancement officiel de la mission d'études techniques et économiques du projet de construction de l'échangeur de la zone industrielle PK24 d'Akupé-Zedji, une initiative du PCCET. Projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, financé par la Banque mondiale et placé sous l'autorité du cabinet du Premier ministre. Il vient d'être institué une rencontre mensuelle entre Nasseneba Touré et les femmes de tous les secteurs d'activité. Lors de la toute première rencontre qui a eu lieu cette semaine au district d'Abidjan, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant les a invités à plus d'initiatives. Un livre blanc sera établi dans les 6 prochains mois. Didier Nguessan, Joël Gomez. Les femmes de la société civile, les députés et sénatrices, les commerçants des marchés Gourou face à la ministre Nasseneba Touré en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Il est question de l'avancée de leurs droits, notamment la représentativité de 30% dans les instances politiques. Les femmes élues locales travaillent à une plus grande visibilité de ces dernières. En 2013, nous étions 11 femmes maires. En 2018, nous sommes aujourd'hui 17 femmes maires sur 201 communes. Mais c'est des petits progrès. Donc nous souhaitons qu'avec cette loi, que la loi au moins soit mise effectivement en application et qu'on puisse, à partir de l'année prochaine, qu'on puisse parler de 50 femmes maires. La ministre Nasseneba Touré a annoncé une consultation mensuelle avec les femmes de toutes les couches sociales et obédience politique pendant 6 mois pour recueillir toutes les contributions. Ces contributions seront renseignées dans un livre blanc adressé au président de la République. Malgré bien de défis restants, la situation des femmes et des filles s'améliore. Que des changements qualitatifs s'opèrent s'agissant du statut des femmes en Côte d'Ivoire. Les femmes ivoiriennes ont des modèles inspirants qui les rendent fières. Il nous faut nous unir, il nous faut libérer des énergies positives pour créer une solidarité féminine agissant dans un délai bref.
Concernant les enfants, un plan d'urgence financé à 1,2 milliard de francs CFA est mis en place par le gouvernement pour le retrait des enfants des rues dans le district d'Abidjan. Là, nous étions avec les femmes. On va maintenant s'intéresser à l'avenir des jeunes filles. Je vous amène à Séguéla, dans le Ourodougou. Le député Zoumana Bakayoko y a rencontré cette semaine les élèves du lycée moderne jeunes filles de la ville. Il était question d'éducation civique et de sensibilisation de ces jeunes filles à n'être focus que sur leurs études. Depuis Séguéla, on en sait plus avec Eric Gorebi. Le lycée moderne des jeunes filles de Séguéla à l'honneur. Il reçoit une visite des autorités de la ville avec à leur tête Zoumana Bakayoko, député de la circonscription. Ces autorités sont allées au contact de ces élèves, une fierté pour la région. Échange entre élèves et autorités de la localité pour comprendre leurs difficultés et prendre suffisamment connaissance de leur cadre d'apprentissage. J'ai bien écouté votre représentante. Elle a parlé de l'internat et de la cantine. Je sais que pour la cantine, il y a des questions personnelles, mais soyez rassurés. J'ai commencé une négociation avec 2 fondations et la mairie du plateau où moi-même j'étais maire. Et je pense qu'Inch'Allah, bientôt ces questions seront réglées. Ces jeunes filles ont été également sensibilisées au civisme et au travail bien fait. Zoumana Bakayoko affirme que ces jeunes filles sont les cadres de demain. Il est important de créer une plateforme d'échange avec elles et maintenir un contact permanent dans une localité où le taux de scolarisation de la jeune fille est faible. Le bus, tombé en panne il y a quelques mois, a été rénové par le député pour faciliter le déplacement de ses élèves. Le lycée moderne des jeunes filles de Séguéla compte 815 élèves de la 6e à la terminale. Place au chapitre Covid. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 88 146 cas confirmés de Covid avec 834 décès. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, s'emploie à mieux valoriser le parc national de Taï. C'est en cela que les chercheurs ont élaboré un plan d'action triennal pour une meilleure gestion du parc. Les experts planifient les activités et identifient les actions de renforcement des capacités au profit des agents. On écoute Godefroy Okambawa qui nous en dit plus. 4 commissions se sont réunies pour réfléchir autour de plusieurs thématiques: la faune terrestre, les risques sanitaires, la botanique, l'agroforesterie, le milieu aquatique et l'économie locale. Des thèmes qui ont permis l'élaboration d'un plan d'action et qui répond aux préoccupations du temps dans la gestion du parc. Les travaux ont démarré par des présentations pour mieux comprendre le contexte, comprendre les missions de l'Office ivoirien des parcs et réserves, comprendre aussi la gestion du parc national du Taï. Ensuite, 4 commissions sont regroupées pour travailler sur diverses thématiques en lien avec la faune terrestre, avec les milieux aquatiques, aussi les zoonoses et les nouvelles épizooties. Donc ces différents groupes vont rendre leurs travaux et nous ne doutons pas qu'avec la qualité des intervenants, nous puissions avoir un plan d'action qui est réaliste et qui nous permette d'opérationnaliser les conventions entre les universités et l'Office ivoirien des parcs et réserves. Le parc national de Taï constitue l'un des derniers vestiges importants de la forêt tropicale primaire en Afrique de l'Ouest. À présent, cette interrogation. Quel est le niveau de satisfaction des populations concernant les services délivrés dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion financière? C'est une question qui fera bientôt l'objet d'une enquête nationale. En attendant, le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance est sur le terrain pour former les acteurs de la société civile sur la méthodologie des enquêtes de satisfaction. Un séminaire à cet effet se tient en ce moment même à Yamoussoukro. Kader Sogodogo, RTI Boaké. La Côte d'Ivoire va disposer bientôt de données sur le niveau de satisfaction des citoyens concernant les services délivrés dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion financière. Une enquête nationale sera menée dans tout le pays pour en savoir davantage. En attendant, les acteurs qui vont mener cette enquête sont formés à cet effet. Ils sont issus de la société civile.
Le projet est piloté par le programme Pays de renforcement des capacités, logé au ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est engagé en faveur d'une gouvernance ouverte, transparente et inclusive qui place le citoyen au centre de ses préoccupations. Toutefois, ces initiatives semblent limitées au regard de la redevabilité dans la délivrance des services publics, et ce qui constitue en soi un véritable défi qu'il nous faut relever ensemble. Du côté du gouvernement, les attentes sont nombreuses. Il s'agit de l'engagement 6 du plan d'action nationale OGP. Donc c'est un engagement que le ministère a pris et que le ministère entend véritablement remplir à l'issue de cette fin d'année. Le séminaire de formation va durer 5 jours. L'enquête sera lancée au cours de cette année 2023. De retour à Abidjan, on se rend au centre antirabique de Cocody, centre où une vingtaine d'inspecteurs régionaux et départementaux du ministère des Ressources animales et halieutiques sont en formation. Un renforcement de capacité pour sensibiliser au bon usage des médicaments vétérinaires en Côte d'Ivoire. Un médicament dont la liste sera aussi actualisée. Les précisions de Lansine Bakayoko. Les médicaments vétérinaires qui servent à garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale circulent dans des conditions ne garantissant pas toujours leur qualité. Cette formation des acteurs du médicament vétérinaire, en particulier les inspecteurs régionaux et départementaux en charge du contrôle, permettra donc de sensibiliser sur le bon usage des produits. On a 33 directions régionales, donc ça cadre un peu tout le pays et c'est des formateurs. Donc ils vont relayer aussi l'information auprès des postes d'élevage. Aujourd'hui, le MIRA a plus de 480 postes d'élevage. Donc ça nous permet d'avoir un bon maillage de l'ensemble du territoire. Cette campagne qui marque également le démarrage de la phase répressive donne mandat aux agents assermentés d'effectuer des missions de terrain en vue de saisir et détruire les médicaments frauduleux vendus sur les marchés. On rencontre plein de médicaments qui ne sont pas homologués, comme on dit, qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Or, la vente du médicament vétérinaire est réglementée. Le médicament, comme vous savez, ça permet de nous soigner, mais en même temps, ça constitue un danger par rapport aux résistances antimicrobiennes. D'autres agents de l'État impliqués dans le contrôle des importations, en l'occurrence les services de douane, sont également sensibilisés sur les textes communautaires, notamment sur la liste des médicaments vétérinaires autorisés. Je vous le disais en titre, il y a un an, le jeudi 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine lançait l'offensive contre l'Ukraine et secouait tout le continent européen. Ce jour-là, les Ukrainiens se réveillent sous les bombes. Les réactions internationales pleuvent. L'OTAN condamne une attaque téméraire et non provoquée de la part du Kremlin. Le président américain Joe Biden affirme, lui, que le monde exigera des comptes de la Russie. 365 jours plus tard, le conflit perdure. L'Assemblée générale de l'ONU exige à ce jour le retrait immédiat et sans condition des troupes russes. La Chine appelle ce vendredi Moscou et Kiev à reprendre le dialogue et rejeter tout recours à l'arme nucléaire. Retour sur cette crise russo-ukrainienne un an après le début des hostilités. C'est avec Michel Digré. Lundi 20 février 2023, le président américain est en visite surprise à Kiev. C'est son premier déplacement en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre. Vous savez, un an plus tard, Kiev est debout et l'Ukraine est debout. La démocratie tient, les Américains sont avec vous et le monde est avec vous. Cette première visite du président américain en Ukraine depuis plus de 15 ans est la plus importante dans toute l'histoire des relations entre l'Ukraine et les États-Unis. Parce que, bien évidemment, cette période est la plus difficile. Au lendemain de ces déclarations, le président Poutine, devant le Parlement russe, riposte. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence.
Un an que la guerre s'enlise en Ukraine, c'est le 24 février 2022 que les premiers obus s'abattent sur le pays. Le président russe donne les raisons de ce qu'il appelle une opération militaire. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Le président français Emmanuel Macron réagit aussitôt. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Malgré les condamnations de la communauté internationale, la Russie continue son offensive. Le message de l'Assemblée générale est fort et clair. Mettez fin aux hostilités en Ukraine maintenant. Faites taire les armes maintenant. Les sanctions économiques contre la Russie s'enchaînent. Nous avons convenu de cibler 27 individus et entités qui jouent un rôle pour miner ou pour menacer l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Il y aura aussi des sanctions financières à l'égard de l'État russe par des dispositifs concernant des banques et concernant aussi le dispositif de financement de l'État russe. Toutes ces sanctions n'arriveront pas à estomper la guerre. L'économie russe résiste sur les différents champs de bataille. La guerre fait rage avec son lot de dégâts matériels et humains. C'est très difficile quand je fais un rêve. Quand je dors et que je rêve, j'ai mes deux mains. Mais ensuite, je me réveille et je n'ai plus ma main. Le bloc occidental fait corps avec l'Ukraine. D'importantes aides financières et matérielles sont apportées aux dirigeants ukrainiens. Ici, des troupes ukrainiennes reçoivent une formation de l'armée allemande sur l'utilisation des chars de combat Léopard 2. Depuis le début de la guerre, nous avons formé plus de 1200 soldats ukrainiens et cela dans des conditions très complexes qui vont au-delà de la formation de base. Et d'ici la fin de l'année, ils seront plus de 3000 à être formés. Là-bas, sur le terrain de guerre en Ukraine, nous n'avons pas la possibilité d'être formés. C'est pourquoi il est important que nous soyons ici. Pour l'heure, le règlement de ce conflit par voie diplomatique semble ne pas être à l'ordre du jour. La Chine tire la sonnette d'alarme. Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix, à offrir la sagesse chinoise pour le règlement politique de la crise ukrainienne et travailler avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune. Malgré les appels à la paix depuis le 24 février 2022, la guerre ne faiblit pas en intensité. Kiev redoute une offensive de grande ampleur pour le premier anniversaire du conflit. Pendant ce temps, le producteur Hervé Weinstein, qui purge déjà une peine de 23 ans d'emprisonnement pour viol et agression sexuelle après sa condamnation à New York en 2020, était condamné à 16 ans de prison à Los Angeles pour des faits similaires. Il risque donc de finir ses jours derrière les barreaux. En 2017, la chute de cette star d'Hollywood avait libéré la parole de nombreuses femmes et engendré le mouvement MeToo. Et puis, la Corée du Nord teste ses missiles. L'agence officielle nord-coréenne annonce que vendredi, le lancement de 4 missiles de croisière Hwasal 2 par la Corée du Nord en direction de la mer du Japon. Ce test visait donc, selon elle, à prouver la posture de guerre de la force nucléaire de Pyongyang. Les 4 missiles ont suivi une trajectoire de 2000 km avant d'atteindre avec précision leur cible, selon l'agence officielle. De leur côté, des délégations des États-Unis et de la Corée du Sud ont mené à Washington un exercice de simulation d'un conflit nucléaire avec la Corée du Nord. Point final. Fin de cette édition. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à 13h.